la fine équipe d'ORLM a enfin reçu l'Apple Watch, premier réel nouveau produit depuis la sortie de l'iPad et la mort de Steve Jobs. La montre est-elle digne de l'ADN d'Apple? Tient-elle ses promesses face à la plupart des montres connectées? Dispose-t-elle vraiment d'une fonction qui tue? Débat, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ORLM alias On refait le Mac. Regardez, elle est arrivée enfin, l'Apple Watch. Quelle heure est-il, Paul? Attends, il est… Ah bah là, il est quand même 3h moins 10. Hein. Oui, on enregistre vendredi, donc vous allez l'avoir tout frais cette émission. On a chacun une Apple Watch, donc on pourra un petit peu discuter, s'échanger des sketchs, échanger des messages. Et pour en débattre cette semaine avec nous de cette Apple Watch, outre Paul Rony que vous avez découvert à l'instant, Fanny Bouton de fannysporty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Tu es où Fanny? Tu n'es pas à Paris? Non, je suis à New York. Je vais faire un petit tour pour voir des nouveautés. Donc tu as un Apple Watch, t'attends à Paris, c'est ça? Voilà, exactement. Ah, c'est malin Fanny. Après le week-end. Ah oui, je suis pas partie au bon moment, mais on ne décide pas toujours. D'accord. Bien. Une nouvelle tête dans On refait le Mac cette semaine. Il s'agit d'Edouard Vautier, qui est designer d'expérience et d'interface utilisateur chez WeThings. Bonjour Edouard. Bonjour Olivier. Alors Edouard, si on t'a convié à nos côtés, c'est parce que tu travailles depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, autour d'applications autour de l'Apple Watch pour ton employeur, à savoir WeThings. Et si tu es d'accord, on va essayer de voir ensemble un petit peu quelles sont les fonctions clés qui vont pouvoir arriver, les applications qu'on peut attendre, les nouveaux usages, et puis tu l'as manipulé pendant de longues heures, donc tu es bien placé également pour nous donner ton verdict. On est bien d'accord? Avec plaisir, ouais. Et enfin, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu dans cette émission un ami, un collectionneur de montres connectées. Il s'agit de Stéphane Zibi, qui est directeur du développement et de l'innovation de l'agence de marketing digital Valtech. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu as ton Apple Watch, Stéphane? Alors, j'ai l'Apple Watch, mais c'est une un peu pibelle. différent. Ah ouais, celle-là, je suis sûr au moins qu'elle va tenir au moins 24 heures. Hein. On est d'accord? Deux jours a priori, là, 2 jours. Tu peux même dormir avec. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet et essayer de passer en revue les premiers retours, les premiers sentiments qu'on a eu autour de cette magnifique montre, tout de suite le point sur le chiffre de la semaine avec Paul Rony. Bien, il est quelle heure, Paul? Là, il est 14h57, je t'envoie des mon petites cher Olivier. pulsations là. Tu sens mes petites pulsations? Ah, ça me touche. Ah. C'est flatteur d'être ton stagiaire. Ah, tiens, allez, sors-nous le chiffre de la semaine, s'il te plaît. Alors, le chiffre de la semaine, cette semaine, c'est 957, comme 957 000. C'est le nombre d'Apple Watch qui ont été précommandés en une journée aux États-Unis. Et dans le monde, peut-être même. On va voir ce que ça représente par rapport au marché des montres connectées en général. Oui. Voilà qui est intéressant, Paul Rony. Je vous envoie encore une petite pulsation pour vous remercier. Alors, on voit ici que l'Apple Watch a donc été commandé à hauteur de 957 000 exemplaires, alors que dans le même temps, les montres Android Wear se sont écoulées à 720 000 exemplaires sur la période d'1 an. C'est-à-dire que l'Apple Watch a, en quelques jours, fait plus que toutes les montres Android Wear réunies en un an. Même. Et uniquement aux États-Unis. Et ça, c'est des chiffres pour le monde ou pour les États-Unis? Je crois que c'est pour les 9 pays de lancement, ces chiffres. Ah, d'accord, voilà. d'accord. Et donc, ça vient de quelle source, ce chiffre, Paul? Ça vient de Slice Intelligence qui a pu, par rapport à sa plateforme de vente en ligne, voir un petit peu quelles étaient donc les tendances du moment et les choix. Voilà, c'est comme ça que les acheteurs de watch sur le net, tout simplement. C'est comme ça qu'on a pu savoir également quels modèles avaient été les plus populaires. On se doute que c'est la Sport qui a eu le gros du gâteau, que l'édition représente très peu de parts. Par contre, qu'elle rapporte quasiment autant que la Sport en se vendant seulement à même pas un dixième de ce que se vend la Sport. Sachant que donc, vous avez bien compris que ce n'est pas des chiffres officiels d'Apple, mais ça donne quand même un instantané intéressant. On pense qu'Apple va communiquer au terme de ce week-end, voire dans les jours qui viennent, puisque les résultats financiers vont arriver, ils ne vont pas se priver d'annoncer les chiffres de vente. Une petite réaction peut-être de Stéphane, qui est un observateur attentif du marché de la montre de par son boulot et de par sa passion pour les montres connectées. Ce carton de la montre connectée d'Apple avant même sa sortie, sa commercialisation, parce que ça c'est les pré-ventes, te surprend? Tu étais ce matin chez Colette, il y avait une queue de folie à Paris, parce que c'était le seul magasin du moins en France qui avait de la montre en stock. En fait, ouais, non, Olivier, c'est pas très étonnant. Il y a, dès qu'Apple lance quelque chose, de toute façon, on n'est pas surpris, ça ne peut que marcher. Par contre, le fait qu'il y ait eu tout un tas de petites paroles négatives, surtout sur l'autonomie, sur le manque d'applications différenciantes, etc., n'a pas découragé les gens. Car comme tu l'as dit, chez Colette, il y avait de la queue quasiment jusqu'à la rue de Rivoli. Et même si Colette a déjà eu l'habitude d'avoir ce type de choses, c'était quand même assez fabuleux de voir tout ça. Ouais. Que les précommandes, même quand on allait le 10 avril dernier, eh ben, on a su qu'on pouvait être livré qu'au mois de juin. Donc, je pense que même Apple a sous-estimé déjà dès le départ le potentiel. Et donc,
on va voir les réactions des gens, on va voir comment les choses, on en parlera un petit peu plus tard, comment on pourra exploiter au mieux la montre, mais ils sont rentrés de plein pied dans le monde, dans un nouveau marché. Ils vont encore plus, je pense, devenir ce qu'ils doivent être en 2020, c'est-à-dire la société des objets connectés, donc tous azimuts, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, etc. Donc voilà, la montre, c'est la première fois. Peut-être qu'ils vont faire encore la fameuse télé qu'on annonce depuis des années, la voiture bientôt. Donc voilà, c'est. Non, pas trop loin, Stéphane. On arrête d'aborder tous ces sujets. Bon, on va se tourner vers la société des objets connectés, à savoir WeThings avec Édouard Gauthier. Édouard, est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas dire, bon, les chiffres s'annoncent plutôt bons, mais une telle pénurie dès le lancement, c'est assez rare. D'habitude, il y a les queues devant tous les Apple Store. Là, c'est inutile d'aller dans un Apple Store. Hein. Elles ne sont pas disponibles. Est-ce qu'on pourrait au contraire prendre le contre-pied et dire que c'est un lancement raté dans la mesure où Apple ne peut pas fournir? Ou au contraire, comme la rumeur le dit, c'est orchestré. Je ne suis pas certain qu'ils aient surestimé enfin, sous-estimé la demande. Hein. Je pense c'est un nouveau produit complètement nouveau qui existe dans beaucoup de déclinaisons différentes. C'est probablement pas facile à industrialiser, pas facile à assembler. Je pense que c'est des débuts qui ne sont pas forcément simples à assumer. Sortir des millions d'unités, les livrer. Surtout qu'il faut le noter, tu as raison Édouard. D'habitude, Apple réserve la sortie de ses produits uniquement pour les États-Unis. C'est la première fois qu'Apple lance une nouvelle famille de produits, quasiment pas au niveau mondial, parce qu'il n'y a pas tous les pays, mais du moins au niveau international, ce qui peut expliquer les ratés. Et puis un autre raté, vous le savez, le MacBook Retina, qui est sorti en même temps et qui devrait arriver d'ici d'un jour à l'autre. On l'attend ici à Refait le Mac. Et qui a aussi quelques soucis. Donc on sent que la logistique tourne à plein régime et a quelques soucis du côté d'Apple. Peut-être la réaction pour conclure sur ce sujet de Fanny, de cette file d'attente, de cette rumeur récurrente qui dit qu'Apple aime bien orchestrer la demande, la pénurie. Quelle est ton opinion par rapport à ça, Fanny? Moi, je crois en effet que c'est aussi un produit qui est neuf et que je pense qu'ils vont quand même devoir tester un petit peu la demande parce qu'on n'est pas sur des prix habituels pour un usage habituel. On a quand même un produit qui est une montre connectée, il y a déjà de la concurrence. On voit que ça ne marche pas si bien que ça chez la concurrence. Alors, on est Apple, on lance un truc avec beaucoup de grandes choses, à la façon d'Apple, de la belle pub, etc. Mais je pense qu'eux-mêmes, quand même s'ils essayent de taper fort, ne savent pas où ils vont. Donc, provoquer cet effet de « il n'y en a pas beaucoup » et tous ceux qu'ils veulent vont l'avoir, mais en ramant un tout petit peu, ça peut donner un essor. C'est une façon aussi de créer l'envie et la demande chez le consommateur. Alors, donc voilà. On va essayer ensemble, si vous voulez bien, d'essayer de dresser un portrait, voire un premier verdict de cette montre connectée. De mon côté, moi j'ai une version sport, vous voyez, avec le cadre noir et un bracelet en plastique. Quel modèle tu as, Paul? Alors moi j'ai la montre en acier 42 mm avec un bracelet en cuir. Mazette, mon salaud, ça paye des stagiaires, on fait le Mac. Alors, le premier sentiment, qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous l'avez porté au poignet pour la première fois? On va peut-être commencer par Paul, qui a eu la chance de recevoir sa watch ce matin. Eh bien écoute Olivier, ce qui frappe quand on la porte la première fois, moi j'avais très peur qu'elle soit en fait beaucoup trop lourde. Beaucoup plus massive. Beaucoup plus massive. Et en regardant les photos, en fait, j'avais été assez déçu à la présentation de voir, comme on le voit sur la vidéo qui passe en ce moment, une montre qui avait l'air assez pataude, très épaisse, par exemple qu'on ne pourrait pas mettre sous une manche de chemise, ce qui est quand même assez embêtant. Ouais. Et en final, elle est très légère, elle est beaucoup plus petite que ce que je croyais. Elle fait très grosse. Parce que c'est des images en 3D en fait, c'est pas forcément une vraie watch qui a été filmée, que vous voyez derrière nous. Mais effectivement, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus agréable à porter que ce qu'on peut penser. Et assez élégant. Peut-être un regret sur ce bracelet-là, c'est qu'il ne dispose pas du petit système par aimantation qui est extrêmement sympathique. Ça va être augmenté, monsieur. Mais on va y travailler prochainement. Très bien. Peut-être du côté d'Edouard, ton premier sentiment lorsque tu l'as passé au poignet, également, une bonne surprise en termes de taille. La 42 mm, donc les modèles que l'on a au poignet sont très compacts, j'étais vraiment surpris. Et la 38 mm, par contre, paraît, modèle pour les femmes, entre guillemets, paraît vraiment minuscule, Edouard. Ouais, mais je pense que pour une femme, c'est plutôt la bonne taille. Au final, les applications ne sont pas plus intéressantes sur le grand écran que sur le petit. C'est le même type de contenu. Il n'y aura pas de grosses différences. Donc au final, ça offre le même service sur une taille plus petite. Et bon, les femmes ont des plus petits poignets. Il y a des hommes aussi qui ont des poignets plus petits. Je te fais pas dire. Donc je pense que la taille n'est pas un problème.
Moi, quand je l'ai mis, ouais, j'ai été très surpris par la taille, quoi. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus gros que ça. Même la 42 mm est relativement petite, effectivement. Ouais. Et, je peux dire, il y a beaucoup, excuse-moi, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette crainte et qui ont commandé la 38, une fois ils ont essayé la 42, ils ont hésité, mais bon, ils avaient déjà acheté la 38. C'est vrai que l'une ou l'autre, moi en tout cas, moi j'ai passé les deux. Ça, c'est une sensation. En tout cas, il n'y a pas ce problème-là. C'est pas, on n'a pas une sorte de grosse brique sur le bras quand on la porte. C'est évident. Qu'on a pu avoir avec certaines premières générations de montres connectées, notamment celle de Samsung, voire peut-être même la Motorola 360, qui est assez massive quand même. Elle est énorme, la 360. Oui, Fanny. Elle est lourde. Un petit, la 360 est très verdict lourde, féminin aux joies. Un petit verdict féminin. Moi, je la trouve toujours pas hyper jolie. C'est, je sais pas, le côté carré et tout, c'est pas trop mon truc sur les montres. Toi, tu n'as pas. Après, c'est vrai qu'elle est plus légère. Elle est pas plus dévié légère. depuis le mois de septembre sur ce sujet-là. Ah non, moi, ça a été la déception et ça reste une déception. Voilà. Après, je suis ravie que les interfaces ne changent pas que sur la petite ou la grosse et qu'on ne soit pas lésé parce qu'on a des plus petits poignets. Moi, mon souci d'ergonomie, c'est que je suis gauchère et que c'est une montre pour droitier. Non, c'est pas un problème. Tu peux, à la configuration, ça y tu va décides mort, de l'orienter. Paul Rony va mort. Non, parce que moi, pas méchamment la avec molette, Fanny. Mais la molette aussi, Fanny, tu peux dire si tu la veux en haut, en bas, tu peux choisir. Voilà, tu peux choisir la molette, donc retourner ta montre. Exactement, Voilà. tu peux choisir. Puisque les bracelets sont tu peux changer le bracelet de sens aussi, donc il n'y a aucun problème. Bon, bah alors tant mieux. Ça, on l'avait pas vu. On a fera un plaisir de t'expliquer comment justement on configure sa montre. C'est prévu en fin d'émission tout à l'heure. On va vous expliquer comment on configure sa montre avec ça, parce que sans iPhone, il ne peut pas y avoir d'Apple Watch. Hein. C'est le passage obligé pour pouvoir synchroniser ces applications. On va aborder tous ces sujets-là. 38 mm, 42 mm, pour toi, ce n'est pas un argument. Tu n'as pas un avis par rapport à ça spécifiquement, Fanny ? Non, parce que je connais des filles qui aiment beaucoup les grosses montres. Moi, la première, j'en ai eu des assez massives. Et après, c'est une histoire de poids. Et là, a priori, les deux sont portables. Donc, alors, voilà. un petit indice pour le poids, Paul, hein, si une personne recherche vraiment quelque chose de léger, il faut plutôt se tourner vers la Sport. La Sport est très légère. Il y a 15 grammes d'écart entre chaque version de la Watch à peu près. Je crois que la Sport fait dans les 70-72 grammes, quelque chose comme ça. Ouais. Et celle que je porte au poignet fait 80-85. Ouais. Sachant que la Sport, elle a forcément, vous voyez ici, ce bracelet en plastique, un fluostomère, comme dit les gens d'Apple. Fluorélastomère. Fluorélastomère, excusez-moi. Voilà. Mais c'est vrai que les versions Watch et Watch Edition, souvent sont livrées avec des bracelets en métal qui sont beaucoup plus lourds et on peut aller jusqu'à 125 grammes, mais ça reste dans l'ensemble assez léger et raisonnable. Premier constat lorsqu'on la porte au poignet, Paul, donc c'est plutôt une bonne surprise en termes de poids, en termes de taille. Le design, Fanny le disait, elle n'a pas trop aimé. Moi, je trouve la première qualité que je trouve à cette montre, et je dirais que ce n'est pas forcément évident pour tous les produits d'Apple, parce que je n'ai pas forcément un coup de cœur pour tous les produits d'Apple en termes de design. J'avais eu un coup de cœur pour l'iPhone 5, pas forcément pour l'iPhone 6 en termes de design, plus élégant le 5. Là, je suis vraiment séduit par ce petit objet. C'est avant tout un bel objet. C'est un très bel objet, ça ressemble un peu à un bijou. Après, je rejoins Fanny sur ce qu'elle disait par rapport au design carré, sur lequel je ne suis pas forcément encore conquis, mais c'est un bel objet, c'est avant tout un bijou. D'ailleurs, heureusement que c'est un bel objet, parce que pour le moment, on en parlera plus tard, c'est un peu ce qui la sauve. Oui, parce qu'avant tout, pour l'instant, c'est une montre et elle se doit d'être belle. A priori, elle remplit à peu près son office. N'allons pas trop vite. Alors, quelles sont les différences esthétiques majeures entre la version Sport et la version Watch, entre guillemets, normale, enfin, la version en acier inoxydable? Est-ce qu'on peut déjà penser, outre le poids, qu'il y a une meilleure qualité de fabrication entre les deux produits? Eh ben, c'est pas une. Tiens, on m'appelle. On va raccrocher, voilà c'est du direct, allons-y. Bah, en fait, si tu veux, c'est ce que tu as dit. En fait, hein. Ce qui change vraisemblablement, c'est les matériaux. Mais pas seulement le métal, où tu as de l'alu sur la Sport et de l'acier inoxydable sur la Watch tout court, mais aussi l'écran qui est fait en verre Ion X, qui est donc une déclinaison du verre de protection de l'iPhone 6, ou alors en cristal de saphir sur la Watch, qui donc se raye normalement moins facilement. Cristal de saphir, c'est vraiment une matière qu'on retrouve très très dure, presque la matière la plus dure, c'est le diamant. En dessous, vous avez le saphir, qu'on retrouve d'ordinaire sur les montres vraiment de luxe, un peu de luxe. Haut de gamme. En tout cas, les belles montres. Alors, quelle impression ça vous a donné, vous qui avez vu la version Sport ou la version Watch normale? Vous trouvez effectivement que la Watch risque de s'abîmer un peu plus vite, sachant qu'elle est plutôt destinée à un usage sportif, d'où son nom, la Sport, ou au contraire, il vaut mieux investir dans une Watch saphir? Peut-être Stéphane?
Dans les deux, moi, j'ai porté les deux, j'ai essayé les deux dans l'Apple Store, et c'est vrai que c'est plutôt pas la Sport que j'aurais pris tout de suite s'ils avaient eu des disponibilités, bien sûr. Mais c'est vrai que... Désolé. Il fallait venir avec moi ce matin. Je sais bien, mais il y avait trop de queue, donc c'était trop tard pour être à l'heure. Non, mais au-delà de cet aspect de ce goût personnel vers la watch normale, entre guillemets, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, la forme de l'écran, c'est vrai que ça peut être... mais il faut bien une première fois. Quand on a vu la première fois le premier iPhone, je ne sais pas si on avait eu idée un jour qu'un téléphone pouvait ressembler à ça. Bien sûr. Je sais pas. Et je pense que c'est finalement, voilà, ils pourront faire que mieux. De toute façon, je pense que la Watch 2, déjà, même si on en parlera peut-être plus tard ou pas, mais la Watch 2 sera... la Watch 2. Attends, la première est juste de sortir aujourd'hui, Stéphane. Je sais, mais je pense qu'au niveau design, et je pense que ça pourra plaire à tous les sceptiques un peu qui ont eu des doutes, et entre-temps, il y aura eu des choses qui ont avancé au niveau du soft. Mais personnellement, c'est vrai qu'entre la Sport qui est censée... Quand on parle de sport, on dit, tiens, voilà, on doit courir, on doit faire des choses, donc elle doit être plus résistante. Elle doit être plus résistante. Donc pour moi, c'est un peu la gamme inversée en général. C'est vrai que la finition du modèle Sport est un peu plus grossier, entre guillemets, même si c'est quand même... Bon, on retrouve le métal qu'on a d'ordinaire sur un MacBook Pro, par exemple, un petit peu mat, alors que la version en acier inoxydable de Paul est brillante et plus flatteuse. Oui. Ça brille. Tu vas courir. Mais si tu vas courir, donc tu vois, si tu vas courir, bon, je parle même pas de prendre ta douche ou aller faire de la plongée avec, parce que c'est même pas la plongée, c'est mort. Voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est-à-dire que par rapport aux montres sport équivalents, c'est sûr qu'elle a de sport que le nom. Elle n'a pas de sport. Voilà, elle a peut-être sport le prix. Quel est le retour que tu as eu, toi, de la longévité en termes on sait que les produits d'Apple sont beaux, mais ils ne vieillissent pas forcément bien. On a vu que les premières générations d'iPhone avaient tendance à se rayer. Et c'est vrai que ça, sur un téléphone qu'on garde dans la poche, c'est pas grave, mais sur un objet que l'on porte, qui est un bijou, c'est plus embêtant, Edouard. Ouais, c'est clairement embêtant. Le verre ion, il va se rayer. Enfin, moi, je porte mon iPhone dans ma poche. Sans clé, sans rien, il est juste comme ça, et je vois des raye à la poussière. Ouais, c'est pas gênant, mais bon, je le porte pas au poignet, donc c'est pas un souci. Alors que les verres saphir sont quand même vraiment plus solides. Je pense que ça tiendra beaucoup mieux la route. Et l'aluminium, c'est aussi une matière qui est relativement tendre et qui est aussi qui s'use plus facilement que les autres. C'est aussi la raison pour laquelle on a pris ce modèle-là à titre de test en version sport. Noir, teinté ici, pour voir justement comment il va vieillir avec les rayures, parce que généralement s'il y a une rayure sur le type de surface, on le voit tout de suite. Ce sera une bonne occasion de revenir vers vous et de vous le dire. Oui, Fanny. Oui. Juste pour dire, en même temps, c'est pas très grave si elle se raye, parce qu'on va la changer l'année prochaine. Mais justement, je pense pas que ce soit les mêmes cycles de développement, parce que c'est quand même... Je suis pas sûr qu'Apple puisse se permettre de changer de design aussi rapidement comme ça, ou alors il faudra qu'elle fasse des collections. Enfin, non, mais pas de design, mais on sait qu'il y aura une Apple Watch 2 dans un an. Oui, ça c'est clair. Mais voilà. En tout cas, pour en avoir discuté avec des responsables d'Apple qui avaient eu accès à, je dirais, des Apple Watch Sport qui ont pas mal tourné, qui ont été distribués à droite à gauche pour des démos, donc qui n'ont pas forcément... les gens n'ont pas forcément pris soin et puis ils ont tourné. Et c'est vrai qu'ils avaient noté que l'aluminium et le verre avaient tendance à se rayer. Il ne faut pas le dire, mais soyez vigilants. Avec la Watch Sport, autre chose qu'on avait remarqué à l'Apple Store, oui, j'y suis arrivé, c'est l'omniprésence de la chiffonnette, parce que c'est un beau produit, mais qu'est-ce que ça marque? Ah ouais, alors là, le revêtement est censé être oléophobique, mais il a vraiment d'oléophobique que le nom. C'est pas super joli, c'est pas super classe, et la couronne est censée pallier un petit peu à ce genre de choses, mais malgré tout, on s'en sert aussi au doigt, et donc du coup, on la salit forcément. C'est vrai qu'à l'Apple Store, ils avaient tendance à frotter tout le temps, c'était assez mignon. Voilà. Non, mais ça excuse-moi, mais ça, c'est l'influence berberienne de la nouvelle arrivée chez Apple. Ah ouais, ça c'est une obsession dans les magasins de luxe. Faut que ce soit tout le temps parfait. Et... en même temps, c'est vrai que quand tu essayes une montre, t'as pas envie d'avoir les traces de doigts de celui qui était passé avant. Mais... C'est clair. On ne va pas trop s'étendre sur la Watch Edition, le modèle à près de 16 000 €, jusqu'à 16 000 €. Et simplement, on peut s'étonner effectivement qu'il n'y ait pas forcément, en dehors des matières, une spécificité qui ferait qu'elle ait une valeur ajoutée plus évidente que... Tu peux la mettre à charger dans la boîte. Oui, plus évidente que ces matières, non? C'est un peu étonnant de la part d'Apple. Ils n'ont pas créé 3 produits différents, déjà. Non, mais c'est vrai qu'on peut être...
s'interroger sur la révolution entre la V1 et la V2, même si on peut regarder qu'entre l'iPhone et l'iPhone 3, il y a quand même eu un méga changement. Entre l'iPad 1 et l'iPad 2, il y a eu un méga changement et ils ont bien appris. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y aura des changements, des améliorations, peut-être ils changeront de forme. Mais c'est vrai, ce qui a fait le succès de Swatch pendant des années, c'est une montre qui a gardé la même forme. Après, c'était les motifs qui changeaient. Il y a eu quelques petits changements, donc ils ont attendu. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas comparer le marché de montres. Hein, Stéphane. Bien sûr, non mais voilà, il y a d'autres trucs. On ne peut pas comparer, même si on parle des Jaeger-LeCoultre, on parle des Tag Heuer, ils ont une forme qui est quand même reste plus ou moins les mêmes, celles en tout cas les montres qui font leur succès dans ces marques de montres de luxe depuis des années et des années, même des centaines d'années pour certains. Mais c'est vrai que si par exemple ils changent un petit peu de design, ce sera une évolution, mais ils garderont toujours plus ou moins la même forme. Ouais. Une petite précision, en tout cas, si vous prenez pour conclure le côté prise en main, le côté découverte lorsqu'on ouvre la boîte, ça c'est la boîte de la Sport. Si tu veux montrer la boîte de la version Watch, qui est plus… Elle est plus massive et surtout, moi je suis très étonné d'Apple qui veut toujours se donner des airs de compagnie green, recyclable, tout ça. Les boîtes sont quand même dans un carton qui est assez joli et surtout quand on les ouvre à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a pas mal de matière. Il y a du plastique, bon il est peut-être… On a enlevé le plastique, mais il y a pas mal de choses. Voilà, regardez, donc on peut vous montrer les boîtes. Du plastique. Et là, surprise, on le savait, mais c'est une surprise pour ceux qui ne le savaient pas en tout cas. Il y a un deuxième bracelet pour ceux qui ont une Watch Sport, un deuxième bracelet en plastique. Vous n'avez pas la fermeture, donc vous ne pouvez pas le revendre sur eBay en clair. Et vous retrouvez bien sûr l'alimentation électrique. Et le câble de recharge MagSafe aimanté, on parlait justement à l'instant de l'ergonomie. Après la poignée, le haut poignet, on va essayer d'avancer sur l'ergonomie. Quelle heure est-il, Paul? Là, il est 15h17. Ah ouais, donc on est en retard, donc on doit avancer là-dessus. Ah oui, là, il faut y aller parce que moi j'ai le chrono aussi. D'ailleurs, je ne comprends pas que tu aies ton chrono sur ton iPhone. C'est démodé. Écoute, je ne suis pas encore multitâche. Qu'avez-vous pensé de l'ergonomie de cette montre? On sait que l'ergonomie, c'est purement l'ADN d'Apple. Hein. On va parler de l'interface dans un instant, mais l'ergonomie aussi, la simplicité d'usage. Est-ce que vous avez été convaincu par la simplicité d'usage de cette montre? On va commencer par Edouard et notamment par cette fameuse couronne digitale qui est un vrai changement par rapport à ce qui existe sur le marché. Ouais, c'est unique et Android n'a pas du tout imaginé, Google n'a pas du tout imaginé de système particulier d'interaction sur les montres. Il n'y a aucun bouton. C'est purement tactile. Donc là, ils ont fait l'effort de trouver un mode d'interaction qui est différent de celui de l'iPhone. Qui est complémentaire parce qu'on ne peut pas utiliser la Watch uniquement avec la Crown, mais qui est néanmoins différent et qui en plus rappelle le milieu de l'horlogerie traditionnelle. Donc, belle référence, aussi, belle citation. C'est aussi une référence, ouais. Donc non, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Sachant qu'elle est tout de même tactile aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix de naviguer avec la couronne ou en mode tactile à l'image d'un iPhone. D'ailleurs, c'est un peu trompeur. Je ne sais pas si tu as fait la même chose, William Edouard, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis William, mais c'est pas grave. On a tendance au départ à l'utiliser un peu comme un iPhone et naviguer en tactile alors que la couronne finalement c'est beaucoup plus efficace. On ne peut pas utiliser la montre purement et uniquement avec la couronne. Par exemple, le springboard, il faut forcément toucher la montre pour l'utiliser, l'endroit où il y a tous les lanceurs d'applications. Ouais. Donc en fait, ils ne sont pas allés complètement au bout de cette logique-là. On est obligé de toucher la montre et c'est un problème parce que ça laisse des grosses marques de doigts qui ne sont pas très jolies et tout ça. Ouais. On va faire du Siri pour sa montre pour éviter de tâcher, etc. Ou alors on va devenir tous avec des appareils, des petits liquides pour se nettoyer les mains tout le temps en 2 secondes pour éviter de la salir. Si on devient maniaque, ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. Tu frottes sur la poche arrière du jean, tout va bien. Tu vois, ça sera bien rayé comme ça. Rayé en un temps record. Alors, elle sert à quoi cette couronne? Elle sert à naviguer, on l'a dit, à zoomer, à reculer. Et aussi, il y a un bouton intégré dans cette couronne. Oui, elle sert aussi beaucoup à scroller dans les pages. En fait, tout ce qui est liste, donc ce qui compose la majorité des applications. Un peu comme la molette de la souris sur un Mac, tout simplement. Exactement. Et vous avez un petit ascenseur qui apparaît sur l'interface à droite de la Watch. Voilà. Et le bouton, cliquer sur la Crown, c'est exactement la même chose que le Home button sur l'iPhone. Donc ça revient au springboard. Alors, je te disais à l'instant, Edouard, qu'on avait tendance à utiliser la montre, mais je peux même le dire à Paul, on avait tendance à utiliser la montre, on a fait le constat ensemble, un peu comme l'iPhone. Et donc, sur l'iPhone, il y a ici, sur le côté, à l'instar de la montre, un bouton pour locker l'iPhone. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire ça pour allumer et éteindre la montre, mais ce n'est pas du tout le même usage. Non, mais ça, c'est le bouton de trop, en fait.
Vraiment, moi je trouve que bon, la montre est très jolie comme ça, et puis en général, moins il y a de choses, plus c'est joli chez Apple. La Crown, effectivement, c'est très mignon, ça marche très bien. On peut vraiment faire beaucoup de choses, comme l'a dit Edouard, c'est super utile dans les listes, et c'était aussi une des raisons du format carré, Johnny Ive l'avait dit, vu qu'il y a énormément de listes, un format rond n'aurait pas forcément eu de sens. Bon, ça se discute, mais bref. Le deuxième bouton, il sert uniquement quand on presse dessus, en fait, à afficher un écran qui va vous montrer vos contacts favoris, et vous allez pouvoir leur envoyer un message ou leur envoyer un petit sketch, les petits dessins, ou même les appeler. Et à part ça, ça ne sert à rien. Et pour moi, c'est vraiment un peu, effectivement, ça peut induire en erreur. Ouais. Edouard, est-ce que c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'Apple réserve un bouton à un usage? Là, c'est pas du tout dans l'ADN d'Apple. Est-ce qu'il y a déjà, dans les kits de développement d'Apple, des possibilités de paramétrer ce bouton pour lui donner d'autres fonctionnalités? Non, en fait, aujourd'hui, dans les kits de développement, ils sont très fermés. Ils offrent principalement des composants qu'on peut utiliser tels quels. Donc, on n'a ni accès aux données concernant la Crown, ni au bouton. On ne peut absolument rien changer là-dessus. Je pense que pour Apple, ce serait comme donner la possibilité de modifier la fonction du Home Button sur l'iPhone. Donc, ça n'arrivera jamais. Donc, il semblerait qu'elle soit vraiment limitée, alors, cette fonctionnalité-là. On est bien d'accord. Hein. Ouais, même, bon, je pense que la Crown, très probablement, rapidement, on aura la possibilité de l'utiliser dans les applications pour d'autres choses, parce que c'est vraiment pratique et on peut imaginer plein de choses avec. Et je pense que c'est juste que la plateforme a besoin d'évoluer, comme tout le reste. Enfin, c'est pas encore complètement sec. Mais par contre, le bouton, a priori, je pense qu'il va rester et qu'il ne sera pas utilisable pour autre chose que ce pourquoi il a été prévu. Et ils font le pari, en gros, que la montre va être très utilisée pour communiquer avec ses amis, quoi. Ce qui est un gros pari, parce que c'est pas du tout évident, quoi. Parce que, bon, en termes d'usage, c'est pas gagné, quoi. Ouais, c'est vrai que téléphoner, Stéphane, toi qui utilises depuis maintenant quelques années pas mal de monde connecté, téléphoner avec sa montre, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'était pas pivoté, hein, on m'a appelé sur mon iPhone, donc ça sonnait sur ma montre. Ça peut rendre service, voilà, mais bon, c'est pas forcément idéal, Stéphane, de téléphoner avec sa montre. Hein. Donc cette fonction bouton, je comprends pas trop, personnellement. Je sais pas si tu es d'accord. Cette fonction bouton en plus, il est un peu superfétatoire. Oui, même la nouvelle Pebble là, qui est avec un micro intégré, parler à son poignet n'est pas quelque chose que, à part de se prendre pour James Bond pour une fois ou deux, etc., c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est vrai que c'est quelque chose, à mon humble avis, qui ne justifie pas l'achat de cette montre, c'est autre chose. Ouais. Mais le non-accès à ce bouton-là est pour moi une erreur, est une erreur pour les développeurs, parce qu'on pourrait faire tout un tas de choses, le double clic, le triple clic, le clic long, etc. On peut faire plein de choses, tout un tas de choses, mais ne pas avoir accès à ça. C'est quelque chose qui. Donc toi, tu es pour le bouton, mais on l'ouvre aux développeurs, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. Ah bah oui, non, mais surtout, en plus, ça va. Vu en plus qu'une partie des applications qui pourront être intéressantes sont liées à la santé et qu'ils ont lancé quand même ce Healthbook depuis sur l'iOS 8, ce serait quand même la moindre des choses qu'on puisse éventuellement dire voilà, tiens, je commence à faire. Imaginez, je clique 2 fois et je commence à avoir un début de calcul de mon pouls grâce à un bracelet. Ouais. La seule fonctionnalité supplémentaire qu'on attribue à ce bouton, elle est réservée aux États-Unis. Hein, c'est réservé à Apple Pay pour activer. Oui. Voilà, il faut appuyer, il faut passer par ce bouton-là. Mais c'est Apple Pay. Mais c'est Apple Pay et il n'est pas prêt d'arriver pour l'instant, en tout cas, en France ni en Europe. L'autre innovation majeure en termes ergonomiques, on a parlé de la couronne digitale, on a parlé du bouton, c'est Force Touch. J'arrête pas d'inverser Touch Force et Force Touch, mais c'est bien Force Touch. On va en parler dans un instant, mais d'abord, si vous êtes d'accord, on va faire le point des questions Twitter avec Fanny. Alors Olivier, les questions sur Twitter. La première, toute simple mais importante. Quelle est la distance maximum à garder entre la Apple Watch et l'iPhone sans perdre sa connexion? C'est vrai que c'est important que le téléphone ne soit pas trop loin. Hein. Si on a tendance à l'oublier sur une table, ça peut poser quelques soucis. Là concrètement, Paul, l'iPhone 6 que tu utilises aujourd'hui, il n'est pas sur la table, il est situé derrière toi, à 7-8 mètres et ça marche encore. Hein. Ça marche encore. Alors pour le Bluetooth, il faut maximum 10 mètres. Après, il y a une fonction qui normalement marche, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment la tester, c'est tout frais l'Apple Watch. Quand on rentre chez soi, si l'iPhone se connecte au Wi-Fi et que l'Apple Watch se connecte au même réseau Wi-Fi, ils peuvent être dissociés et s'écarter l'un de l'autre pendant un petit moment tant qu'ils sont sur le même réseau. Edouard, en tant que développeur, Apple ne nous a pas trop informé sur la manière dont la montre communique avec le téléphone. Hein, si c'est plutôt du Bluetooth, c'est plutôt du Wi-Fi, ça reste encore assez flou, hein, Edouard. Non, on n'a pas accès à ce genre de subtilité. La communication entre la montre et le téléphone, c'est transparent pour les applications. Très bien. Autre question, Fanny. Oui, alors pensez-vous que le succès de l'Apple Watch va relancer les ventes des autres constructeurs?
On sait qu'Apple attendait beaucoup pour évangéliser le marché, hein. Enfin, les concurrents d'Apple attendaient beaucoup qu'Apple arrive pour évangéliser le marché. On l'a illustré tout à l'heure, Paul, avec le chiffre de la semaine, hein. Effectivement, mais il est probable que l'Apple Watch relance un petit peu, comme Apple Pay a relancé un peu Google Wallet. Il y a une possibilité que effectivement, les ventes d'Apple Watch tirent les ventes de tout le marché des montres connectées vers le haut, et c'est plutôt un bien. On va voir si maintenant l'ensemble des constructeurs de montres connectées vont s'inspirer du modèle de navigation d'Apple, vont adopter la molette et pas seulement entre guillemets le tactile. Ça va être aussi intéressant de savoir s'ils le font. C'est que la recette d'Apple, a priori, elle est plutôt bonne. Autre question, Fanny. Alors, peut-on connaître la véritable autonomie? Est-ce qu'il est encore trop tôt? Alors, c'est assez difficile de répondre à ta question, Fanny, parce que très honnêtement, la montre, on l'a eu que ce matin, mais on a quand même eu quelques informations, notamment sur un mode de super économie d'énergie, hein, si on vient à voyager, qu'on n'a pas de quoi recharger sa montre, notamment. C'est ça, mais alors effectivement, la montre dans ce cas-là peut tenir 72 heures, mais elle ne fait plus que donner l'heure, hein. Elle ne reçoit plus de messages, plus de notifications, plus rien. Elle ne fait que donner l'heure. Donc bon, c'est un mode d'urgence, vraiment, ça devient un joli petit presse-papier à ton poignet, quoi. Oui, ça ne sert pas à grand-chose si on ne peut pas avoir les fonctions. Connecté. Enfin, c'est une belle montre, hein, mais... Oui. Merci Fanny. L'heure est venue de passer au busomètre, le classement des rumeurs de la semaine. Alors Paul, quel est le classement des rumeurs autour de la planète Apple cette semaine? Bah, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu la sortie de l'Apple Watch, surtout. Une étoile, apparemment. Une C'est le rumeur... bordel, hein, Paul Rony, ça va pas du tout. On a été un peu pris de court avec l'Apple Watch, le MacBook et tout. J'ai Bah pas eu ouais, le temps de non. réviser toutes mes étoiles. Alors, bref, un nouvel Apple TV, mais Oui, c'est une rumeur qui est persiste. assez bruyante en ce moment. La rumeur veut qu'Apple sorte un nouvel Apple TV, un vrai nouvel Apple TV, à la WWDC. L'Apple TV dont on rêve tous, où il y aurait des applications, des jeux, enfin un vrai nouvel Apple TV. Tu y crois? 4 étoiles. Deuxième crois. rumeur. Deuxième rumeur, un iPad Pro en octobre avec de l'USB Type C. Lui aussi, il a droit à 4 étoiles parce que je continuerai à y En fait, croire. c'est pas les busomètres de la semaine, c'est le classement des rumeurs de Paul Rony. Voilà, Non, l'Apple TV, c'était partout. Ne fais pas... Pas de pro, bon bref, allons-y. Non, c'est vrai qu'on a eu pas mal de housses qui se sont... Voilà, il y a quand même des housses qui sont sorties, Ouais, excuse-moi. Et Bon. même je l'aurais mis en tête, tu vois, pour être honnête avec toi. Mais on Bon, continue. alors, Voilà. Troisième. l'iPhone 6C, hein, on continue à en parler, il perd une étoile et il perd une place parce que les analystes de chez KGI y croient moyen. Bon, effectivement, c'est possible, mais pas aux dates auxquelles on pense. Donc, voilà. Donc pas d'iPhone 5, d'iPhone 6 entre guillemets mini, mais un iPhone 5C qui aura un écran plus grand. En gros, c'est ça. Non, plutôt, pas un écran plus grand, il aurait vraiment une mise à jour du côté du processeur, il aurait Touch ID. Et même KGI va plus loin en disant qu'en fait, ce qui se passera, c'est que non, l'iPhone 5C sera tout simplement discontinué et qu'à la place, on aura un 5S low cost, entre guillemets. Voilà, qui se vend très bien, puisqu'il continue à se vendre entre 7 et 10 millions d'unités par trimestre, c'est beaucoup. Quatrième rumeur. Quatrième rumeur, Force Touch pour l'iPhone 6S. C'est une nouvelle rumeur qui a fait son apparition. Il y a même des rumeurs folles qui voudraient que sur le côté de l'iPhone 6S, on ait droit à une petite couronne. Ça, personnellement, je n'y crois pas du tout. Mais pourquoi pas Force Touch qui fait son apparition dans les trackpads des Mac? Pourquoi pas dans l'écran de nos iPhones? Ça semble logique. C'est pour monter la batterie, la couronne. Il y en a C'est bien ça. besoin. Ben, on va en parler de Force Touch dans un instant, donc on ne va pas trop Développer. Dernière rumeur. Dernière rumeur, le fameux clavier rétroéclairé qu'on avait vu sur l'Apple Store. On y croit toujours autant parce que bon, ça semble une suite logique. Les claviers de bureau Un d'Apple. clavier rétroéclairé, c'est ça? C'est ça, parce que le mien, il commence un peu à vieillir. Mais donc j'y crois beaucoup. Et puis quand même, les images avaient été postées cette fois directement sur le site d'Apple et pas sur n'importe quel site de rumeurs. Donc on peut continuer à avoir un peu d'espoir. Alors, merci Paul. C'est plus un musomètre, hein, c'est une wish list, hein, c'est une liste de vœux de Paul Rony, mais c'est assez juste de manière générale. On parlait des renommées un instant, on va continuer autour de Force Touch, donc Paul en parlait. Force Touch, c'est la capacité de l'écran tactile de l'Apple Watch de réagir à la pression du doigt. Si j'appuie très fort, là vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir, mais j'ai des fonctionnalités qui apparaissent. C'est des capteurs qui sont cachés sous l'écran. Edouard, c'est vraiment une belle avancée. Pour moi, c'est l'avancée ergonomique la plus intéressante de cette montre. Ouais, c'est vraiment très intéressant. En plus, à l'usage, ça marche très bien. Donc l'idée est intéressante et la réalisation est réussie. Le seul défaut que ça a, c'est que ça implique souvent des fonctionnalités qui sont cachées à l'utilisateur dans un premier temps. C'est-à-dire on est sur un écran et on ne sait pas forcément s'il y a des options derrière le Force Touch ou pas et quelles sont ces options-là. En clair, le fait d'appuyer avec plus fort active, par exemple, lorsque vous écoutez de la musique, la fonction AirPlay ou la fonction Bluetooth qui apparaît en surimpression de l'interface principale, mais il n'y a pas forcément une icône qui vous dit appuyez plus fort pour avoir cette fonction. C'est à vous de découvrir, hein, c'est ça? C'est ça, il n'y a absolument rien. Donc sur certaines applications, ça va marcher, sur d'autres, non.
Ou alors ça va pas marcher au début, et puis ça marchera dans un deuxième temps parce qu'il y aura une mise à jour de l'application. Voire ça peut marcher sur certains écrans d'application et pas sur d'autres. Ouais, donc là, ça manque un peu d'uniformité, il y a peut-être des choses à revoir. Du coup, Paul, tu n'as pas arrêté d'appuyer toujours avec Force Touch pour vérifier si ça marche. C'est un peu déroutant, et puis effectivement, on a envie d'appuyer parce que, bon, par exemple, pour modifier les cadrans de la montre, il faut appuyer fort sur le cadran, ça permet de choisir ce qu'Apple appelle, donc c'est un terme qu'elle a emprunté à l'horlogerie aussi, c'est complications, par exemple, rajouter un chronomètre, l'heure du coucher de soleil, enfin des choses comme ça. Donc oui, on se surprend à vouloir appuyer fort sur l'écran de la montre, et parfois il ne se passe rien, et on est un peu déçu. Et effectivement, il n'y a aucun moyen de savoir si oui ou non l'application va réagir à Force Touch ou pas. Mais ça c'est bien, ça c'est bien oui, ça. Excuse-moi Olivier, mais non, ce que je voulais dire c'est clairement pour moi la principale nouveauté, et surtout c'est une nouvelle dimension. C'est une troisième ou quatrième dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on n'attend plus que les développeurs justement créent des nouvelles fonctionnalités qui rendent moins décevant le fait que quand on appuie qu'il n'y a rien derrière, mais c'est vrai que c'est pour moi une nouvelle dimension, et derrière il y aura tous les autres appareils, que ce soit ceux d'Apple et même ceux des autres, utiliseront cette technologie, et ça deviendra standard d'ici 2 ou 3 ans. Ça nous ouvre en tant que développeurs et créatifs d'applications oh bah oui, clairement. Aujourd'hui, dans le cas de l'Apple Watch, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas faire ce qu'on veut derrière le Force Touch. On ne fait que ce que Apple veut bien qu'on fasse. Donc, en l'occurrence, mettre des actions secondaires. Donc, il y a juste des écrans sur lesquels ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ouais. Mais on pourrait imaginer, de même que c'est possible a priori sur les nouveaux trackpads avec Touch First sur le Mac. Force Touch. Oui, voilà, j'arrête pas d'inverser, mais c'est pas grave, vous aurez corrigé vous-même. On pourra dans un avenir proche, par exemple, générer, pourquoi pas, certains jeux qui captent la pression. Ça peut être intéressant, notamment sur l'iPhone, pas tellement sur la montre. Fanny, on a souvent discuté dans cette émission de quel avenir, quelle trouvaille on peut encore trouver pour améliorer l'ergonomie de nos téléphones. On pensait à peu près avoir fait le tour. Toi, tu étais plutôt partisan d'améliorer la batterie. Là, Apple a trouvé vraiment une avancée ergonomique avec le Force Touch. On peut penser qu'il arrive, comme en le pressant la rumeur, dans les prochaines générations d'iPhone, peut-être pas le prochain, mais très vite. Il est arrivé sur le Mac, il est sur l'Apple Watch. La prochaine étape, c'est peut-être, pourquoi pas, l'iPhone, voire l'iPad. Ouais, moi, c'est pas le truc qui m'éclate le plus pour l'instant. Vraiment, voilà. Oh. Je reste sur ma batterie. Que le jour où mon iPhone tiendra plus de 24 heures, et autant qu'un vieux téléphone, ça sera très bien. Là, ça reste des petits trucs en plus, mais pas. Je trouve pas ça génialissime. Alors voilà, l'un des défauts de la montre, c'est que quand on n'arrête pas de jouer avec, on a l'impression que les gens s'ennuient. Alors ça va, tu t'ennuies pas trop, ça va? Bah, écoute, je regarde dans combien de temps. Regardez l'heure tous les 5 minutes. Je regarde dans combien de temps on finit parce que là. Quelle heure est-il, Paul Rony? C'est la première semaine. Olivier, je vérifie. Il est 37. Voilà. Je crois que c'est l'heure de parler du mode interactif, des interactions qui sont fournies par la montre. C'est la partie qui t'a le plus intéressé, Paul, en préparant cette émission. Tout ce qui est propre à ce que Apple a appelé le Taptic Engine. Est-ce que tu peux un peu expliquer le concept? Parce qu'en fait, c'est un produit qu'on porte sur la peau et il interagit avec son utilisateur. Oui, c'est ça qui est assez passionnant, je trouve, c'est que vraiment le produit réagit avec son utilisateur et que ce n'est pas une simple vibration, en fait. Parce que le Taptic Engine, donc ça ressemble à un vibreur. On pourrait se dire que c'est comme un vibreur, ça peut vibrer. Mais surtout, en fait, ce qui est assez saisissant… Mais je vibre, Paul Rony. Reste sage pour le moment, ouais. C'est qu'on a vraiment l'impression parfois quand on reçoit une notification d'être tapé au poignet en fait. Ouais. Et c'est ça qui moi, c'est très subtil en fait. C'est pas comme un téléphone qui vibre dans une poche. Avoir les vibrations de mon iPhone sur le poignet, moi ça me faisait horreur, vraiment. Et là en fait c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus agréable que ça. Et je trouve que ça marche très bien. Pourquoi tu te marres, Fanny? Dis-nous tout. Non, j'imaginais un de nos confrères qui dit qu'il aime bien les gratouilles. J'imagine qu'il va demander la fonction gratouille sur le poignet, tu sais, pour quand il sera d'une notification. Bon, ça va. Très bien. Parfait. Mais non, mais je peux juste dire, ayant eu, donc ça fait 3 ans maintenant que j'utilise ces machins-là, autour du poignet, c'est vrai que ça vibrait, même si on limitait les notifications à un certain nombre limité d'applications, c'était franchement impoli. Il y a quelqu'un qui vous parle, ça vibre, pas vous regardez votre montre, la personne pense que vous l'ennuyez, et c'est pas extraordinaire. Et c'est vrai qu'ils aient réfléchi à une forme de choses un peu moins intrusif. Voilà, pour moi, parce que sérieux, surtout quand on n'a pas l'habitude, avoir quelque chose qui vibre au poignet comme ça, et la première truc, c'est de retourner donc son poignet. Alors quelqu'un est en train de vous parler, la personne, une fois, elle dit OK, ça va, deuxième fois, elle dit bon bah ça y est, celui-là. Et il m'est arrivé quelquefois de devoir me justifier. Te faire engueuler comme moi tout à l'heure avec Paul, c'est ça?
Ah bah oui, mais bon, ça, Paul, t'as le droit de l'engueuler, c'est... Pauvre garçon. Mais non, je n'ai pas le droit d'engueuler. Très bien. Edouard, qu'est-ce que tu as pensé de ce système d'interaction avec l'utilisateur, le Taptic Engine? Quels sont les horizons que vous a ouvert Apple à vous, développeurs, pour vos applications? Et effectivement, est-ce que tu as senti qu'il y avait une vraie différence? On sait, comme le disait Stéphane, Apple justifie l'usage de la montre pour sortir les gens du nez collé à leur iPhone en permanence et d'être plus social. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu. Alors, ça fait pas très longtemps qu'on a la montre, mais là, elle n'arrête pas de sonner. Il faut vraiment paramétrer, il faut vraiment configurer aux petits oignons pour vraiment être dérangé sur sa montre par l'essentiel, dirons-nous, Edouard. Ouais, c'est sûr, la montre, c'est vraiment les notifications au poignet. Alors là, le Taptic Engine, donc c'est plus subtil et c'est moins bruyant, donc c'est moins dérangeant, mais ça fait quand même un truc qu'on ressent sur le poignet, qui oblige à regarder. C'est un peu la difficulté, je pense, qu'ils vont avoir à expliquer pour vendre la montre. Il faut l'avoir au poignet pour s'en rendre compte. C'est très difficile à expliquer. À vendre. Ouais. Ouais, c'est juste que c'est pas une vibration qui est créée par un moteur. Donc ça fait moins de bruit, c'est une plaque qui vibre, il me semble, donc c'est assez différent au ressenti, mais on le sent très bien, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais ouais, pour les gens qui ne sont pas fans de notifications comme moi, du coup, ça a peu d'intérêt. Et en tant que développeur, à vrai dire, j'ai vraiment pas regardé comment ça fonctionne et si on a accès à ce type de fonction-là. Donc je sais pas. On va suivre ça avec intérêt. Un mot maintenant sur pour conclure sur la question, est-ce que l'Apple Watch est véritablement dans la droite ligne de l'ADN d'Apple? C'est son interface. On sait qu'Apple a évidemment travaillé, insisté, beaucoup de vidéos en septembre dernier lors des différentes keynotes. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous pensez que l'interface est réussie sous cette montre? Elle est dans la droite ligne de la culture d'Apple entre le Mac, l'iPhone, l'iPad et aujourd'hui l'Apple Watch? En tout cas, pour moi, elle est bien meilleure que toutes les montres qui ont été vendues jusqu'à présent. Et le fait de ne pas avoir été le premier entrant sur le marché, c'est sûr qu'ils ont pu. C'est sûr que quand on compare toutes ces montres-là à toutes les autres, il n'y a vraiment pas de comparaison à faire. Ils sont toujours les meilleurs, ça c'est évident. Maintenant, après. Est-ce que cet écran doit être est-ce que c'est la version la plus optimisée pour une montre? Sûrement les autres vont s'inspirer de ce qu'a fait Apple et vont peut-être reprendre un coup d'avance. En tout cas, il y a une nouvelle bataille qui est lancée sur ce nouvel écran qui est autour de notre poignet depuis des années et des années, auquel on prêtait pas attention, qu'on regardait de moins en moins parce que nos téléphones étaient devenus nos montres. Ouais. Mais c'est vrai que là, il faut reconnaître que dès le départ, c'est comme un titre qui vient numéro 1 directement au top 50. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, et pour moi, c'est la plus aboutie d'être très loin. Oui, on est d'accord. Alors, avant de parler justement des apps, parce qu'il y a pas mal c'est vrai que l'interface est très fluide. Est-ce que c'est vraiment le cas également dans les apps? Est-ce qu'il y a des ralentissements? On a beaucoup évoqué lors des premiers tests qui sont arrivés aux États-Unis notamment, puisqu'ils ont eu la montre avant tout le monde, qu'il y avait quelques ralentissements. Petite séquence teasing, regardez ce qui vient tout juste d'arriver au studio Vector Image. C'est le jour de sortie de l'Apple Watch et Apple nous livre le MacBook Retina 12 pouces. Ça me fait un plaisir de le tester ce week-end. Il est arrivé juste au début de cette émission. Alors, on voulait vous en offrir la primeur. Miam, miam. Ça veut dire que la prochaine émission, on sait ce dont on va parler en long, en large et en travers. Soyez au rendez-vous. Bon week-end. Non, tu restes avec nous. On parle des apps. Franchement, maintenant, vous avez un peu de recul, et notamment toi, Edouard, qui a longuement travaillé sur le développement d'applications. Est-ce on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas dans cette montre de killer app, de killer feature, une fonction qui tue et qui fait que du premier coup, on vous trouve une valeur ajoutée à cette montre, comme ça a été le cas avec l'iPhone à partir du moment où l'iPhone avait une vraie valeur ajoutée immédiate et évidente par rapport à ses concurrents lorsqu'il est arrivé? Ouais, c'est sûr, l'iPhone, c'était la musique et l'Internet dans la poche. C'était la promesse qui continue à être excellente aujourd'hui, quoi. Alors que sur l'Apple Watch, il y a une myriade d'utilisations, de petites apps, de petits cas d'usage, mais il n'y a pas un cas d'usage qui tue. On sent qu'Apple tâtonne, donne des idées, c'est un peu pour le sport, c'est un peu pour la santé, on va trouver... Mais en fait, la killer app, c'est plutôt vous les développeurs, Stéphane et WeThings, qui allez la trouver. On sent qu'Apple met le paquet là-dessus, Stéphane. Là, on a 12 mois de développement. Maintenant que on a la Watch, maintenant on a 12 mois et c'est pour ça que il est nécessaire maintenant d'aller au-delà de la simple transposition de l'application qu'on connaît, qu'on a sur
sur son téléphone, que ce soit pour les messages, les e-messages, que ce soit pour Facebook, que ce soit pour je ne sais quelle autre chose. Là, j'ai regardé que Air France a lancé aujourd'hui la mise à jour de son appli, et en tout cas la première appli, et c'est vrai qu'on peut avoir tout un tas de choses, dont Fanny, hein, je pense que tu aurais bien aimé faire. Bien aimé, ouais. Pour le retour, Fanny, pour le retour. On va t'envoyer la montre. Il faudra qu'elle ait la montre, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tout est à créer. Et finalement, je trouve que c'est la meilleure des façons, parce que quand je pense souvent à peut-être le futur, de ce qu'il y aura d'intéressant, c'est au niveau du bracelet. Au niveau du bracelet, on peut, et les accessoires qu'on pourra avoir autour de ce bracelet-là, qui permettra, par exemple, d'avoir ces capteurs qui nous permettent ici de mesurer le pouls. D'une certaine façon, ce sera d'une certaine façon une forme d'authentification permanente qu'on pourra faire, et grâce à l'Apple Watch, on pourra peut-être ouvrir sa voiture, ouvrir une porte d'un hôtel, d'une chambre d'hôtel, checker pour son avion, etc. Et en plus, grâce donc à ce rythme cardiaque qui est propre, qui nous est propre, si on passe la montre à quelqu'un, l'application dans la montre verra qu'il y a eu changement de personne, donc il faudra se réauthentifier, donc on ne pourra pas faire des magouilles. Donc c'est sûr que tout ça, pour l'instant, ça va arriver, et on pourra justement, on va avoir maintenant... On l'a vécu, Stéphane, Edouard ou même Paul, pour le premier iPhone. Le premier iPhone, il n'y avait pas d'application du tout. Oui. Il y avait des fonctionnalités évidentes de simplicité avec l'écran multipoint. C'est pas pareil, parce que ils sont arrivés plus tard avec l'iPhone 3G. Là, à partir du moment où il n'y avait pas d'App Store, c'est pire que ça. Voilà, avec l'iPhone 3G, on a vu arriver des centaines d'applications, et tous les jours, à la machine à café, on disait, tu as vu la nouvelle application? Et c'est vrai que ça a été C'était la bonne époque. Une formidable vitrine pour l'iPhone, et qu'Apple tend plutôt vers ça, Paul. Exactement. Ouais. Alors, de manière générale, on a beaucoup critiqué, Edouard, les ralentissements. C'est vrai que par moment, on voit arriver une petite fenêtre, une petite roue qui apparaît façon roue de macOS qui tourne, sauf qu'elle est en noir et blanc sur l'Apple Watch. Il va falloir vous habituer. Comment on peut expliquer ces ralentissements? On s'aperçoit finalement que le principal manque de cette montre, c'est que ça reste un périphérique de l'iPhone, et qu'elle manque un petit peu, sans jeu de mots, d'autonomie. On voit clairement qu'aujourd'hui, la montre, techniquement, elle est au ras de ce qu'elle est capable de faire. Il y a très peu de puissance en trop. On ne peut pas faire plus. Aujourd'hui, par rapport à l'état de l'art, c'est un terme que j'utilise trop souvent, je sais, désolé, du marché aujourd'hui, technologique. Donc c'est limite par rapport à l'usage qu'ils veulent en faire. Donc ils ont vraiment optimisé tout ce qu'ils pouvaient faire pour la consommation en batterie, pour plein de choses. Et notamment, ils reposent très peu en fait, sur le processeur de la montre, et beaucoup sur ce que fait le téléphone. En fait, la majorité des choses qu'on va afficher sur la montre, c'est des choses qui ont été préparées, mâchées par le téléphone, et puis ensuite transmises à la montre. Ouais. Et donc ça induit forcément des échanges entre les deux, qui font que, d'une part, la montre n'est pas du tout autonome. Dès qu'on n'a plus le téléphone, on peut quasiment rien faire avec. Et d'autre part, il faut transférer ces données au moment où on les affiche. Et c'est ça, je pense, qui crée certains temps de chargement pour pas mal d'applications. C'est moins vrai pour les applications qui sont celles d'Apple, parce qu'eux s'autorisent des choses qu'ils n'autorisent pas aux développeurs tiers, oui, etc. Donc, à certaines ressources, dirons. Oui. Oui. Donc eux se permettent d'utiliser la roue pour des choses spécifiques, de dessiner des choses programmatiquement dans la montre, etc. Mais c'est pas bien quelque que sur chose plan, ça soit assez. C'est là où peut-être on utilise le maximum de ressources de la montre, c'est sur plan peut-être, où il y a parfois des ralentissements. On ne sait pas, en fonction de l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans un endroit où il y a du Wi-Fi, donc ça peut aller plus vite. Si vous êtes à des endroits en extérieur, donc on passe par le Bluetooth, ça peut aller plus lentement. On ne sait pas trop encore comment ça marche. Il va falloir un peu de temps pour prendre un peu de recul par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'Apple a privilégié avant tout pour cette première génération de montres. Ils sont très soucieux de contrôler ce qui se fait sur la montre, comment, pour s'assurer que l'expérience est la meilleure, que la batterie n'est pas vidée, que plein de choses. Edouard, si j'ai bien compris, qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire mieux, mais que peut-être que les prochaines générations permettront d'aller plus loin et de faire de l'Apple Watch peut-être une vraie montre indépendante du téléphone, comme un temps l'iPhone était dépendant du Mac, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est le produit Apple qui a, je pense, le plus de potentiel d'évolution technique, en tout cas dans les années qui viennent, quoi. On peut imaginer un jour une montre sans téléphone du tout, et du coup le bouton Friends a un peu plus de sens. Je pense que je verrai jamais quelqu'un parler dans sa montre comme ça, parce que c'est pas pratique, mais par contre avec un accessoire, une oreillette Bluetooth ou quelque chose comme ça peut s'envisager. Ou une webcam, Edouard. Ouais, ou une webcam, ou plein de choses. Donc oui, à terme, ça peut devenir un objet indépendant. Enfin, de toute façon, la loi de Moore va dans ce sens-là, hein. Dans 18 mois, les processeurs seront 2 fois plus rapides pour le même prix, donc la montre sera 2 fois plus capable pour le même prix.
Le gros problème aussi, c'est la batterie, quoi, qui évolue pas forcément aussi rapidement que, enfin, je pense que les technologies de batterie évoluent pas forcément aussi vite que les technologies informatiques. Donc ça peut être le problème à long terme. Donc vous l'aurez compris, pour pouvoir utiliser cette montre, il faut absolument la jumeler à un iPhone. Il faut évidemment un iPhone, ça ne marche pas avec un autre standard que le standard d'Apple. Il n'y a pas d'App Store dédié à cette montre. Hein. Il faut avoir déjà installé sur son iPhone une application compatible avec la montre. C'est ça, exactement. Et alors, pour jumeler sa montre, c'est assez amusant, puisqu'en fait, il faut la… Donc voilà, moi, je l'ai mise à recharger un petit peu pour voir. C'est assez sympathique, ce petit… le MagSafe. C'est aimanté, voilà. Voilà, MagSafe et induction en même temps. Hein. C'est assez sympathique. Mais donc, bref, il faut viser en fait le cadran de sa montre avec l'appareil photo de son iPhone. Ils vont se détecter, ils vont se jumeler. Ça prend pas mal de temps. Ouais. En clair, tous les paramétrages un peu compliqués, un peu longs, on les fait plutôt sur le téléphone avec son grand écran plutôt que s'embêter à naviguer dans le petit écran de la montre. Même les petits paramétrages, parce que même réorganiser tes applications, tu le fais sur ton téléphone. Tu fais en fait tout sur ton téléphone. Tout ce qui n'est pas de l'utilisation et qui est du domaine de l'organisation, ça doit passer par ton téléphone. Ouais. Est-ce que, pour conclure sur ce sujet, donc là j'espère que vous avez bien compris comment ça marche, hein, c'est simple pour installer une application, il suffit d'avoir une application compatible sur son iPhone et d'autoriser son usage sur la montre. Est-ce que tu crois à terme, Edouard, pour conclure sur ce sujet-là, qu'à terme Apple va privilégier un App Store autour de la montre avec des applications qui soient dédiées? Déjà ils ont ça. Hein, donc, dans l'application compagnon de la montre, il y a une sélection de l'App Store avec les applications qui marchent avec la montre. Ouais. Donc, les applications iPhone qui ont une extension de montre. Donc, d'une certaine manière, ils mettent déjà en avant les applications qui supportent la montre. Et à terme, oui, potentiellement un App Store uniquement pour la montre, c'est possible. Je pense que ça aura vraiment d'intérêt que le jour où la montre pourra fonctionner indépendamment d'un iPhone. Ouais. Alors, verdict de cette première émission, on aura l'occasion de revenir plus en longueur, hein, en l'utilisant au quotidien bien sûr, et de lui trouver des qualités et des défauts. Et puis on attend les usages, les applications qui vont arriver. On est au début d'une histoire, je pense. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire le pas, à faire le saut, à acheter, à investir sur cette montre? Vous y croyez? Ou il faut-il attendre la V2? On va vous poser la question. On commence peut-être par Stéphane. Ah, la V2, définitivement. Même si Apple sortait donc une télé ou une voiture ou je ne sais quoi, un avion, je sortais. L'avion, peut-être pas là, parce non, que peut-être. On va économiser encore quelques années pour ça, mon cher Stéphane. Ouais, faudrait déjà que je te souhaite, mais. Non, mais il faut que je passe la licence. Oui, et le plein aussi, accessoirement. Le plein, et que je ne sois pas déprimé, etc. Non, ça va aller, ça va aller. Non, surtout pas déprimé. On change de sujet, avançons, cher Stéphane. Oui, il faut. En général, je ne sais pas si vous reprenez les premiers appareils qu'on a tous maintenant dans nos poches, le V1 était toujours un petit peu décevante. En tout cas, le premier iPhone, le fait qu'il soit en Edge alors que les autres étaient déjà en 3G, était pour moi rédhibitoire. Et pour l'iPad, je le trouvais trop gros, etc. Et c'est vrai que le 2 a comblé déjà tout de suite. Donc, bon, mais là, en l'occurrence… Edouard l'a bien reflété. On sent qu'on est vraiment à la limite de ce que peut intégrer Apple dans sa montre en termes de techno aujourd'hui, hein, et qu'aujourd'hui, c'est une affaire de compromis. Comme du temps de l'iPhone première génération, c'était du Edge, c'était une affaire de compromis. Oui, c'est sûr. Et donc c'est pour ça que peut-être la V2, il y aura quelques aménagements au niveau du design, etc. Mais la grande richesse, elle tient, et je crois que c'est peut-être… je crois qu'ils ont été déjà assez loin en termes de design, même s'ils vont sûrement faire des choses intéressantes. Je pense que la grande richesse, elle est maintenant dans le développement et dans le logiciel. Donc que ce soit… Le meilleur est à venir, Stéphane, c'est bien ça. Voilà, exactement. Donc ça sera… peut-être s'il y a une killer app qui sort très rapidement et qui va me permettre justement de faire des choses qui changent vraiment le quotidien. Je ne crois pas une seconde, Stéphane. Dès qu'elle est dispo, tu vas l'avoir au poignet. Allez, suivant, Stéphanie, ton avis là-dessus. Ok, j'ai voulu… Fanny. Alors, un peu comme Stéphane, j'ai jamais acheté une V1. Ouais. Mais vous avez tort, c'est tellement drôle. Non, mais bon, de toute façon, là, je triche. A priori, je devrais quand même l'avoir la semaine prochaine, et donc je vais faire joujou, et je serai très contente. Oui, donc, mais tu vas la tester la semaine prochaine. Voilà, je vais la tester. Tu ne serais pas prêt forcément à investir, c'est ça? Voilà, je ne serais pas forcément prête à investir. Après, j'ai des copains qui investissent et qui me disent, tu crois que j'aurais dû, machin. Ils ont les sous, c'est des passionnés, c'est grâce à eux aussi que la recherche évidemment avance. Donc, c'est bien. Il faut des gens qui ont envie que ça continue à avancer et qui ont les moyens de le faire. Donc, allez-y. De ton côté, Edouard, on va plutôt investir. C'est même étonnant un petit peu la démarche de WeThings. On n'a pas beaucoup parlé des applications, mais effectivement, vous avez fait 2 applications. L'une pour votre caméra home et l'autre pour votre système pour compter les pas, les kilos perdus, les tensions
propre à WeThings et vous avez vos propres montres. Alors aujourd'hui, laquelle choisir concrètement? Je pense que c'est pas du tout les mêmes personnes qui achèteront l'une ou l'autre, donc on n'est pas trop inquiet à ce sujet. Oui, entre l'activité et l'Apple Watch. Ouais, donc clairement, enfin, c'est deux choses complètement différentes et difficilement comparables. Après, nous, dans notre cas, la caméra Wi-Fi qu'on a qui s'appelle WeThings Home, là, les cas d'usage étaient évidents sur la montre. Donc, recevoir des notifications, pouvoir voir ce qui se passe sur la caméra, depuis la montre, c'est parfait. Etc. Ça réduit la distance entre l'utilisateur et l'information. Donc c'est un cas évident. Pour notre tracking d'activité, de poids, de sommeil, etc., c'est moins évident en particulier pour l'activité puisque la montre fait ce travail-là elle-même toute seule. Après, pour le poids, la tension et le sommeil, c'est pas le cas. Donc, le poids. Plus. Après c'est pas des choses qu'on a forcément envie de lire toute la journée sur un coup d'œil. Donc c'est sûr que c'est moins simple, mais pour nous, c'est une façon de prendre contact avec les wearables, de regarder ce qui est possible et ce qui s'offre dessus, et puis d'imaginer des nouveaux produits et des nouvelles choses pour l'avenir. Pour conclure, à t'écouter, Edouard, on a l'impression que l'ensemble des développeurs, après plus de 3000 applications qui ont été référencées d'après ce que j'ai lu ce matin auprès d'Apple aujourd'hui, c'est pas forcément parce qu'il y a un énorme engouement, une énorme appétence autour de cette montre parce qu'elle propose une révolution technologique, mais on se dit il y a un potentiel et on ne veut pas louper le virage, c'est bien ça? Oui, clairement. Enfin, personne ne veut être derrière sur ce qui pourrait être une révolution de la taille de l'iPhone en son temps. Donc il est plus sûr d'être sur le coup. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scepticisme déjà il y a 5 ans lors de la dernière introduction majeure d'Apple, l'iPad. À quoi ça sert? On voit le chemin qui a été parcouru, même si les ventes d'iPad ont quelques difficultés aujourd'hui. Le modèle de la tablette aujourd'hui face à l'ordinateur semble évident. On va voir si l'Apple Watch va suivre le même chemin et on sera là, on refait le Mac pour vous guider un petit peu et vous donner les dernières tendances en matière d'application. Il y en a plein, il y a à boire et à manger. On y reviendra plus longuement dans d'autres émissions. Place à vos coups de cœur. On commence tout de suite par Fanny, en duplex de New York. En duplex de Fanny, elle, c'est plus, elle en a déjà parlé, mais de toute façon, c'est le coup de cœur du mois du moment. C'est la Ricoh Theta 360. C'est un appareil photo caméra, mais regarde, il y a deux objectifs. Alors, ça fait comme des photos en GoPro, en fisheye. C'est ça que tu mets sur ton Facebook à longueur de journée? Exactement, toutes les photos que vous pouvez retrouver sur mon Facebook, mon Instagram, où ça fait une vue à 360. Et en fait, ça permet normalement de faire une vue à 360 comme un QuickTime VR où on tournait en son temps avec le clic de la souris. Là, avec une seule photo, vous pouvez faire des 360, mais après vous pouvez zoomer dans la photo, déformer, et surtout il y a cette vue en contre-plongée où quand vous êtes, voilà, j'ai inventé le selfie 360, je m'amuse beaucoup, je fais ça avec mes copains au détour de New York et tout, et ça fait des trucs très très marrants. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un smartphone, un smartphone chinois de chez Huawei, c'est le dernier P8. Vas-y, mets-le de dos juste pour voir. Regarde. Attends, passe si vite. Alors voilà, on va le positionner de face. Bon, ça ressemble à un smartphone, on ne peut pas vraiment faire différent. Voilà. Mais vas-y, de dos. Et là, regardez, il est champagne. Quel talent, ces Chinois. God is best. Voilà. Donc, mais surtout, ils ont juste une killer apps qui, à mon avis, va cartonner chez les ados. Ouais, il y en a encore. C'est la fonction light painting. Ils ont mis à l'intérieur tout un tas de trucs qui permettent de faire les dessins avec les lumières dans la rue, mais aussi tout ce qui est traces de lumière derrière les voitures ou pouvoir suivre les étoiles. Voilà, ils ont mis plein de trucs. Le Silk Water aussi, vous savez, c'est les photos où l'eau est un petit peu floue, c'est assez joli. Ouais. Donc ça, maintenant, juste avec la fonction dans l'appareil photo, vous le faites comme un vrai photographe pro. Et c'est très très bien foutu. Et je pense que ça, c'est le genre de truc qui va énormément plaire aux jeunes. Ça va faire plaisir à Samsung, hein, parce que les Chinois, ils font beaucoup de mal à Samsung en ce moment. C'est dommage parce que l'appareil photo n'est pas à la hauteur du S6, mais l'application Light Painting avec l'appareil photo du S6, ça serait une tuerie. Merci Fanny. Stéphane, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, parmi toutes les petites choses que j'ai pu tester ces derniers temps, en fait, c'est un truc tout simple. C'est un cordon pour charger et synchroniser son téléphone, son smartphone. Ça existe en format Lightning pour iOS et aussi pour Android. Qu'est-ce que ça a Voilà, qu'est-ce que ça a de particulier? Tout simplement, c'est quelque chose qui a pour moi changé ma vie. C'est le nombre de fois où on essaie de rentrer la prise USB dans un sens et finalement, c'est jamais dans le bon sens. C'est comme au supermarché, on tombe jamais sur la bonne queue. Et là, on peut la mettre dans les deux sens ou dans celui-ci et ça fonctionne très bien.
Et pour moi, ça n'a pas changé ma vie, mais presque. Voilà, Bill et C'est Cords. Monsieur X. Je vous rappelle, Monsieur X, je suis en train d'enregistrer l'émission. Je vous rappelle, vous êtes en retard, c'est le moins qu'on puisse dire. À tout de suite, Monsieur X. Monsieur X, je suis en train d'enregistrer l'émission. Vous êtes prié de me rappeler dans un instant. Oui. Oui, est-ce qu'on fait la deuxième ou pas? On va essayer d'enregistrer une deuxième, mais vous êtes un peu en avance, Monsieur X. Vous êtes en retard pour la Merci. première, vous êtes Voilà. en avance pour la deuxième. Merci, Monsieur X. On fait les coups de cœur de l'émission. Je vous embrasse, Monsieur X. À tout de suite. Et on connaît toujours le bon. On est toujours dans le bon sens pour. Comme pour- l'USB Type C en fait. Voilà, Voilà. comme l'USB Voilà. Type C du MacBook. Voilà, exactement. Et justement, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui va devenir standard. Et Pourquoi je ils ont pense- mis l'USB Type C alors sur le MacBook ils ont fait ça et... On y Bah voilà, reviendra la semaine mais en prochaine. gros, maintenant, j'ai trouvé ça sur Kickstarter. Ouais. Et en fait, je pense que ça devrait arriver à tous les appareils qui se connectent avec de l'USB. Ça devrait devenir naturel. C'est bien que ces gens-là ont réussi à faire leur petit Merci, levée de fonds sur Stéphane. Kickstarter. Merci. Allez, dernier coup de cœur de nos chroniqueurs en duplex, cette fois-ci du côté de WeThings et des doigts, du côté de WeThings et des doigts, pardon. J'y suis arrivé. Moi, mon coup de cœur, j'ai eu la chance le week-end dernier d'aller écouter de la musique chez un bon ami à moi qui a acheté un produit français. Ça Oui. s'appelle le Fantôme de De Vialet. Ah, Et j'étais très étonné par la qualité de son que ça sort. Et j'ai découvert ce qu'était la profondeur sonore à cette occasion. donc c'est une enceinte sans fil, hein, un peu sur le modèle des enceintes de Sonos ou les enceintes AirPlay. avec une Exactement, qualité mais ça a l'air sonore, assez innovant en termes de technologie. voilà. Et vraiment, ça rend un son qui est assez incroyable. Alors, j'ai pas encore le budget pour investir, mais Je veux bien le croire. Mais elles sont pas chères comme de Vialet parce que. Pour des devialets, elles ne sont pas chères, mais 2000 pour des euros. enceintes, voilà, autour de Ils sont moins 1500 chers euros. qu'avant. seulement. Mais voilà, c'est pas cher pour du audiovialet, et par contre pour des enceintes Wi-Fi, ça a une qualité d'écoute véritablement qui se veut audiophile, et puis la forme est vraiment particulièrement originale et c'est un bon choix. Merci. Edouard, on te souhaite de pouvoir la possibilité de les acheter rapidement, crois-moi. Il va falloir acheter plein de montres activités et plein de caméras home. Paul, ton coup de cœur cette semaine, c'est quoi? J'ai une petite idée. J'en ai deux. Ah. Alors, est-ce que tu peux me monter ma lampe, s'il te plaît? Tu as une lampe? J'ai une Il faut lampe. que je te monte ta lampe. Hein. Oui, monte-moi ma lampe. Alors ceci est une lampe, monsieur Rony. Oui, Je vous allez la me pose l'allumer, monsieur Frigarin. Ah, il faut que je l'allume. On se Je croirait crois dans C'est pas sorcier, j'adore. Mais tu ne peux pas l'allumer avec ton Non, iPhone. tu peux tirer sur la corde. Eh ben, elle ne s'allume pas. Si, elle Voilà. s'allume. Alors Et la lumière suit, Paul Rony. c'est une petite référence à Monsieur X puisque c'est une montre d'Elgato, la Non, VA. c'est pas une montre, c'est une ampoule. C'est une ampoule. Et on peut en fait changer la couleur de l'ampoule avec la montre. Ah, regarde. Et la lumière, rien que pour toi, se baisse pour faire ta démonstration. Allons-y. Et bientôt j'aurai une poursuite aussi. Oui, allons-y. Ça viendra. Je vais te poursuivre, tu vas voir. Continue. Et comme par hasard, quand on le fait en vrai, ça marche pas. Alors, pendant ça, je meuble. En gros, la différence, c'est que c'est une ampoule Bluetooth, c'est pas une ampoule Wi-Fi, contrairement à celle de Philips. Donc, elle marche théoriquement, quasi automatiquement, quand on a fait les essais dans le début de cette émission. Dès que vous approchez votre iPhone, elle est synchronisée en Bluetooth. Et vous pouvez la piloter via la télécommande, intégrer l'application Ah, ça y est, ça marche. de l'Apple Watch. Démonstration. Alors, là, on est en rose, et là, au miracle. Et bah, par exemple, le bleu au RLM, Oui, si on peut dire. Je choisis C'est le pas bleu, beau, ouais. regarde comme ça te va Voilà, bien. j'ai un petit côté schtroumpf, c'est très bien. Indispensable. Mais c'est génial. Voilà, donc déjà, Regarde, voyez, tu rentres chez toi, tu peux changer la couleur des lampes. Enfin, moi ça j'adore. fait à peu quelques heures que cette montre est disponible et on trouve déjà quelques applications. Bon, ça reste encore pas forcément quelque chose Silence, on tourne. d'indispensable. Non, c'est plutôt en mode plongée, là, en mode périscopique. Vraiment pas forcément indispensable, Attends, j'en ai un deuxième. mais c'est plutôt sympathique. Autre coup de cœur. Ah, mon deuxième coup de cœur, mais tu t'y attendais à celui-là. Oui. C'est le premier Mac de poche, le premier Mac de moins d'1 kilo, c'est le MacBook. Voilà, je vais avoir la chance de J'ai même pas eu le temps pouvoir. de le sortir de la boîte. Mais il c'est est ça, je arrivé. vais avoir la chance de pouvoir faire un peu joujou avec. Peut-être que la semaine prochaine ce sera un coup de gueule, mais pour le moment c'est un coup de cœur. Ben, vous aurez la réponse dès la semaine prochaine. De mon côté, moi, c'est pas très original mon coup de cœur. Si vous posez plein de questions autour de l'Apple Watch, on a essayé d'y répondre. Près de 100 questions. Vous retrouvez les 100 réponses dans le dernier numéro d'iCreate spécial Apple Watch. On parlera également, on parle en grand également de quel Mac choisir, quel MacBook, le MacBook Air face au MacBook Retina, le MacBook Pro face au MacBook Air, tous les choix pour bien choisir son ordinateur. L'Apple Watch, on répond donc aux 100 questions, je le remets plein cadre. 6 € chez votre marchand de journaux, même le prix vous fera rire et puis surtout regardez à l'intérieur, vous le savez. Dorénavant, vous n'avez plus de CD-ROM, mais vous avez bien mieux. Vous avez les fameux stickers et cette semaine, elles sont plutôt sympas à regarder avec notamment un petit Tim Cook de toute beauté qui va venir se coller au dos de votre iPhone.
Voilà, joie, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Moi, j'ai craqué, il est là, le mien. On ne pourra pas avoir un petit Olivier Frégara la Ça prochaine viendra peut-être un jour, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi rigolo qu'un petit Tim Cook. T'inquiète, on lui En tout prépare cas, sa fête. il est bien moins rouge. Voilà, merci d'avoir participé au 12e. 12e épisode de Refait Mag. Merci Paul-Louis et Fanny. Je viens de recevoir mon texto, ça y est, je sais quand je vais avoir mon Apple Watch. Ah, très bien. Celle que tu voulais pas? Bah voilà. Celle donc que tu vas me donner. Merci beaucoup Fanny. Ouais, merci. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans Refait Mag et très prochainement dans une Fanny Party. C'est quand la prochaine rendez-vous Fanny? Le 12 mai à Montpellier et le 26 mai à Paris. Merci Fanny. Stéphane, tu reviens quand tu veux, hein, tu es ici chez toi. Ah bah, je reviendrai. Par exemple la semaine prochaine, Avec plaisir. ou dans 15 jours lorsque tu auras reçu ton Apple Watch. Non, parce que tu l'as fait Oui, ou quoi, le hein, tu l'as MacBook. commandé. Ou le MacBook. Olivier, le MacBook. tu peux accélérer, t'as vu l'heure? Oui, quelle heure est-il Bah Paul là, Rodin mon chou, Il est il est quand même 4h10 quasiment. Hein. Tu reviens la semaine prochaine, Paul Ben Rodin. oui, je reviens la Bon, semaine et on dit prochaine. quand même au revoir à Edouard quand même. On Edouard, dit au merci revoir à d'être venu. Edouard, à Stéphane, à Fanny, et on leur dit merci. Oui, Edouard, merci d'être venu. On a hâte de voir les applications, de les essayer. Hein. On va brancher la montre sur la caméra Home dès qu'on a fini cette émission. Ben, ça va marcher. Ben, j'espère bien, on le dira dans le prochain numéro. Mille merci donc à nos chroniqueurs d'avoir répondu comme ça présent pour cette émission spéciale sur l'Apple Watch. On reviendra donc bien sûr en long et large à travers sur l'Apple Watch dans prochaines émissions, mais dès la semaine prochaine, Paul vous l'a dit, on sera plutôt le tour du MacBook. On va essayer de porter un premier verdict. Soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir.